Donc on va commencer par les présentations. Donc depuis quelle est l'idée, comment t'es venue l'idée saugrenue de faire de la photo? Il y a combien de temps et pourquoi le documentaire? Déjà, de manière un peu générale. En fait. D'accord. Alors j'ai commencé la photo il y a pas mal de temps maintenant, puisque j'ai commencé dans un club photo quand j'étais en 3e, donc au collège. Donc ça remonte un peu. Et j'ai décidé après la 3e de faire une section audiovisuelle, cinéma audiovisuel, dans un lycée à Rouen, voilà, en Normandie. Donc j'ai fait une seconde première terminale cinéma audiovisuel, puisque moi ce que j'aimais c'était la photo, mais les sections photo n'existaient pas. Pas tout à fait. Ouais. Donc ça me permettait de faire l'image, et puis ça me permettait de changer de ville, voilà, par rapport à mon lycée de secteur. Donc j'entrais dans une section avec une matière qui m'intéressait, qui était l'image. Donc j'ai fait cette section jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait une licence et une maîtrise de cinéma audiovisuel et un DESS de réalisation documentaire. Ah oui, donc en fait, un BTS de montage, une licence, une maîtrise. Donc tu as quand même été jusqu'au bout du cheminement plutôt cinématographique. Du coup. Exactement. Ma formation, elle est surtout audiovisuelle, dans le montage et dans la réalisation documentaire. Ça fait quoi, bac plus 6 ça, ou bac plus 5, ouais. Ah ouais, plus 5, oui, quand même. Ouais, oui. On va éviter de dire des bêtises, alors. Non, vous pouvez dire plein de bêtises, c'est pas moi qui vous corrigerai. Donc, en parallèle, je faisais de la photographie, puisque c'était quand même la ce que passion j'aimais, première. voilà, de base, quand je suis rentrée dans ce lycée. Et puis après le DESS, j'ai continué à faire du montage. D'ailleurs, il y a des films photographiques, et puis il y a des films qui sont sur mon site internet, puisque j'ai continué à faire des films après. Mais je me suis surtout orientée vers la photographie. Et c'est à ce moment-là que j'ai démarché, que j'ai commencé, après mon DESS, que j'ai commencé à démarcher les rédactions pour travailler pour la presse, puisque c'était quand même mon envie. Moi, j'ai toujours aimé la photo documentaire. En fait, j'ai vraiment commencé ce travail j'ai commencé la photographie parce que pour moi, ça me permettait d'aller dans des tas d'endroits où, sans prétexte, on n'a pas le droit d'entrer. Ça peut être une salle d'opération, ça peut être une caserne de pompiers, ça peut être un monastère. C'est juste parce que j'étais curieuse et que j'aimais aller dans des tas d'endroits différents que la photo, ça permet ça. En tout cas, la photographie documentaire. Et voilà, et en plus, j'aimais traduire ces univers-là avec, si possible, un peu de poésie, si possible, un peu une écriture personnelle. Donc voilà, c'est vraiment la curiosité. Pour moi, c'était la photo, ça permettait de faire plein de rencontres et d'aller au-delà de plein d'univers différents et plein de réalités différentes. Donc petit à petit, disons que je me suis pas... Puis l'écriture documentaire, ça prenait un temps fou entre l'écriture, la réalisation, le montage de la production, etc. Voilà, et puis on se retrouvait avec un documentaire qui était montré à 23h sur une chaîne locale en une fois, et je trouvais ça trop frustrant de passer autant de temps à l'écrire, à le produire, à trouver les financements, à trouver l'équipe, et puis que ça soit diffusé une fois et puis que ça disparaisse des écrans, c'était trop frustrant. Moi, j'avais besoin d'être plus indépendante, donc au moins la photographie. Quand j'ai commencé, j'étais en argentique. Donc j'avais mon appareil, j'avais... on l'a tous fait. Ouais, j'imagine. Mais bon... Surtout lui. De quoi? L'argentique. Quand j'ai démarré, j'étais en argentique. Comme ça. T'es à la retraite, je te rappelle. Ah, d'accord. Ah bah attends, là tu vas le payer. Et ça permettait d'être beaucoup plus indépendant, de pouvoir directement faire des sujets et de les amener aux rédactions pour voir si ça pouvait coller. Voilà. Et comme tous ceux qui démarrent, les premiers sujets qu'on fait, rien n'est vendu, rien n'est diffusé, mais un jour on vous rappelle et puis vous en faites un autre. C'est ça. Un autre, tu as fait la tournée des rédacs toutes les semaines, à aller montrer... Alors pas toutes les semaines, mais oui. Presque. En tout cas, j'avais pas du tout de personnes de ma famille dans le milieu, ni contact, ni rien du tout. Ils n'étaient pas du tout dans le milieu de la photographie. Jusqu'au jour où ils en ont eu marre, ils ont dit allez, on va lui donner un truc, parce que sinon... En tout cas, ça s'est fait lentement. J'ai fait des tas de boulot alimentaire à côté. Et puis, petit à petit, on a commencé à m'appeler. Et c'est de la presse locale ou la presse nationale? Presse nationale. Presse nationale. La presse locale, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait Paris-Normandie, mais ils avaient déjà leur staff, puisqu'à l'époque, ils avaient un service photo qui était assez important. Maintenant, il y a beaucoup moins de monde en PQR, comme partout. Il y a Sud-Ouest qui résiste un peu. Et puis, en salarié.
Et non, j'ai démarché tout de suite la presse nationale avec plus ou moins de succès auprès des titres. Et puis petit à petit, ça s'est fait, ça s'est construit. Ça s'est fait. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait rapidement. Hein. Ça a pris du temps. Et j'ai fait plein de boulot à côté. À peu près combien de temps? D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a des fois, on a des questions, notamment chez les jeunes photographes, qui sont là en train de croire que, alors, soit ils vont jamais y arriver, soit ils vont mettre 10 ans, soit ils vont mettre 6 mois. Toi, ça t'a pris combien de temps? 6 mois, non. Non, ça non, mais ça, nous, on le sait. Sauf si t'es le fils du patron de presse, ça c'est bon, mais oui, sinon non. Oui, c'est ça, sauf avec des bons contacts. Ouais, c'est ça. Disons que j'ai pu en vivre peut-être au bout de 3-4 ans, commencer à en vivre, mais en faisant des boulots qui n'étaient pas uniquement des boulots de presse. Hein. C'est-à-dire que je faisais, par exemple, la photo qui départage les chevaux sur les champs de course là, le week-end. Ah oui. Voilà, je faisais la photo d'arrivée. Donc c'était un boulot alimentaire. Et en fait, on pense toujours que c'est automatique. Non, il y a vraiment un photographe qui est derrière et qui fait la photo. Et voilà, c'est un système très particulier. Mais quand on dit Yanné, tout ça, là, voilà, c'est un vrai photographe qui est derrière, une vraie personne qui est derrière. Donc j'ai fait ça parce que ça me prenait les week-ends, les jours fériés, c'était bien, ça m'empêchait pas de bosser à côté. J'ai fait ça pendant des années. Enfin, j'ai fait des mariages aussi au début. Enfin, j'ai fait plein de choses différentes. Et j'ai commencé à pouvoir en vivre peut-être au bout de 2-3 ans. Mais travailler pour les grandes rédactions nationales, ça m'a pris plus de temps. J'ai commencé par des titres un peu moins connus. Aujourd'hui, je travaille pour pas mal de rédactions, Le Monde, Libé, Elle, La Déferlante, plein de rédactions différentes. Et ça prend un peu de temps. Je dirais que j'ai peut-être mis 10 ans avant d'être contactée par autant de rédactions. Et puis, il y en a qui vous appellent. Enfin, peut-être qu'il y a plein de choses que vous savez déjà. D'un point de vue financier, au bout de 3 ans, tu vivais de la photo? Ou tu Alors, vivais j'essaye de la de me photo souvenir. Moyennement? Alors, j'en vivais moyennement, ça c'est sûr. Mais il y avait d'autres boulots à côté quand même? D'autres boulots, mais que je réussissais à faire. Qui étaient photographiques aussi? Voilà, c'est ça. Ouais, d'autres boulots, mais des boulots photographiques, comme les courses hippiques, comme les ateliers avec dans les classes. C'est ça que je veux dire. Quoi. Non. Ouais. Non. J'ai été emploi jeune, ça n'existe plus, ça, je crois. Oui, si. En parallèle de mes études. Mais après, et j'ai passé mon BAFA, j'ai été monitrice et tout ça, mais après, j'ai fait que des boulots en lien avec la photo. D'accord. Mais pas tout de suite du reportage. Non, mais 3 ans, c'est... Enfin, 3 et 10 ans, moi, ça me paraît assez logique, bien. Enfin, c'est les types de durées qu'on retrouve, justement, de manière assez schématique. Et pas forcément que dans le docu, d'ailleurs. Ça marche aussi en pub, en corpo. On considère qu'il faut à peu près 3 ans pour commencer à faire un peu d'activité. Et effectivement, commencer à avoir un petit peu de commandes, etc. Mais c'est assez intéressant parce que d'en parler un petit peu, parce que justement, ça permet de recaler les temporalités dans le métier d'une manière générale, quoi. Donc ça, c'est plutôt... Voilà, c'était une petite info. Et donc là, aujourd'hui, c'est principalement presse. Ça continue de rester dans la presse, ou est-ce que ça a permis? Est-ce que tu vas aussi sur des secteurs, par exemple, sur des bourses ou sur des expos, des choses comme ça? Je sais qu'il y a certains photographes documentaires qui le font. Est-ce que toi, c'est ton cas ou... Il y a un peu de tout ça. D'accord. Donc l'activité, elle est répartie. Alors beaucoup en presse, c'est vrai maintenant. Mais je fais aussi du corporate parce que vous connaissez un peu la situation de la presse. C'est très difficile d'en vivre. Je me suis mis au corporate il y a 20 ans. J'ai vite compris. Heureusement qu'il y a du corporate. Quand Getty a commencé à racheter les agences, je sais pas si tu vois. Ouais, là, heureusement qu'il y a ça à côté, parce que sinon on vivrait pas très bien. Donc, je fais du corporate aussi. Je travaille notamment pour le musée du Louvre depuis 15 ans maintenant, pour le mémorial de la Shoah. Voilà, je fais du corporate à côté. Des films, j'en fais moins aujourd'hui, parce que ça se trouve comme ça. Des ateliers aussi, un peu moins, mais je continue à avoir une pratique d'atelier. Donc, pour adultes, pour enfants, ça dépend un peu de ce qui va être demandé ou proposé. C'est ça. Et puis du perso et des résidences. Donc là, je viens d'en terminer une dans l'heure, là, justement. Je vous ai ramené l'édition. Ça, c'est papier. Oui, c'est cool. Donc ça donne lieu à des expositions. Donc
c'est régulier, j'en ai fait. Et puis les travaux personnels, donc là, je ne sais pas si on voit. Alors là, on va commencer à en discuter justement. Donc c'était la régie qui gère ça. Donc là, on va présenter donc le premier sujet qu'on présente ce soir, qui s'appelle. Alors celui-ci, c'est un travail que j'ai fait pendant le confinement. Tout à fait. Qui s'appelle Au nom du Caire, sur les femmes en première ligne, parce que comme tous les photographes au début du confinement, j'ai commencé par être sidérée par tout qui s'annulait. Je me suis dit là, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que c'est pas vraiment. Ça a été violent. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire parce que plus de travail, plus de revenus. Donc voilà. Et puis j'ai entendu Christiane Taubira en interview qui disait mais en fait la société aujourd'hui, celles et ceux qui sont pas confinés, c'est surtout une bande de femmes et c'est elles qui font tenir la société. Parce que c'était elles qui étaient en première ligne dans les métiers du soin, à l'hôpital, en maison de retraite, institutrices, et aussi à la maison. C'est elles qui assuraient les devoirs bien souvent pour l'école à la maison. Donc j'ai cogité, j'ai pensé à cette interview et je me suis dit mais il faut faire quelque chose avant que la période soit terminée. Il faut vraiment faire quelque chose sur ces femmes en première ligne. Et donc j'ai suivi 10 femmes. Alors là, c'est à l'écran, là, c'est ça Oui, là ça passe. Ouais. 10 femmes, donc justement en soins à domicile, en EHPAD, une institutrice, une caissière aussi, puisqu'elles sont bien représentées. Enfin, il y a beaucoup de femmes chez les caissières. Tout à fait. Caissiers. Là, vous êtes avec une bande de retraités qui fabriquent des masques. Au début, tout à fait, c'était ça. Il n'y en avait pas, et du coup, fallait s'y coller. Tu avais du trafic de masques sur les réseaux sociaux. Là, on est en EHPAD avec des aides médicales. Institutrice, caissière, et puis une femme confinée chez elle, travaillant chez elle, mais qui devait aussi gérer ses enfants qui étaient là à plein temps. Voilà, donc comme il y en a 10, à mon avis, j'en oublie. Il y a aussi une infirmière, ça c'est une institutrice. Il y a 2 institutrices, deux femmes qui travaillent en EHPAD, une caissière et une femme au foyer et une infirmière aussi qui était justement en libéral, qui travaillait dans une unité vraiment liée au Covid, dans l'unité Covid d'un hôpital. Voilà. Donc qui était vraiment en première ligne. Et est-ce qu'à chaque fois, parce que c'était une situation très particulière où des gens, je pense qu'on s'en souvient tous, on l'a vécu plus ou moins bien, comment ils ont, comment ils ont réussi, comment ils t'ont accueilli d'une règle générale par rapport à ta demande? Est-ce que tu as eu beaucoup de refus? Est-ce qu'au contraire, la période a fait que les gens ont eu une conscience que c'est peut-être important de le montrer, ont peut-être été moins réticents que d'habitude? Au niveau du lien dans la fabrication du sujet, ça c'est par rapport à un sujet, je mets entre guillemets, normal. Comment ça s'est vécu de la même façon ou il y a une petite différence? Alors honnêtement, je suis pas mal liée encore à la Normandie. Je travaille sur Paris, mais je suis très liée à la Normandie parce que je viens de là-bas et que ma vie familiale est là-bas. Voilà. Donc j'avais quand même un réseau de gens avec qui j'avais collaboré, avec lesquels j'avais fait des ateliers, que j'avais connus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ces personnes-là que j'ai contactées, donc qui connaissaient mon travail, qui me faisaient confiance et qui m'ont assez facilement ouvert leurs portes parce que tout le monde avait envie un peu de parler de cette période-là. Tout le monde avait envie d'exprimer ce qui se passait à l'intérieur des établissements. La personne la plus difficile à trouver, c'était la caissière, puisque en fait, c'était les enseignes qui avaient peur de ce qu'on pouvait montrer. Donc, c'était pas tellement les personnes, c'était plus les chefs les directeurs de supermarchés. Mais sinon, par l'intermédiaire, je suis passée par les réseaux sociaux, je suis passée par les amis, et j'ai tout fait dans un périmètre relativement restreint, c'est-à-dire sur Rouen, Dieppe, Elbeuf. Tout s'est fait en Normandie. Grosso modo, 1h30, 2 heures autour de chez toi, quoi. Et je pense qu'en fait, ils étaient moins sollicités qu'à Paris, par exemple, où il y a eu beaucoup de reportages, notamment dans les hôpitaux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Tout le monde était un peu à l'arrêt, donc les gens avaient envie de témoigner sur ce qui se passait.
c'est presque comme si ça avait été plus facile qu'un sujet lambda, lambda quoi. dans une période normale. Ouais. Oui, finalement, il y a eu c'est étonnant parce que bon après. Oui, on aurait pu craindre, enfin croire que. Là, j'ai retrouvé. On aurait pu. Au fur et à mesure, oui, ça donne. j'ai pas la liste sous les yeux. Alors. Non, oui, c'est pas très grave parce que parce qu'effectivement, on aurait pu croire que vu la période, les gens se soient refermés par peur, bêtement d'être contaminés. Enfin, on nettoyait les légumes, les machins, on passait tout à l'eau de Jeff. Donc ça, c'était assez intéressant. Alors moi, après, je n'avais pas de contact physique. J'avais évidemment le masque. Et puis moi, je me tiens loin. Je veux dire, la contamination, elle pouvait plus venir de la part des visiteurs ou du personnel soignant que moi qui suis à une certaine distance. T'as pas été contaminé? Comment? Et t'as pas été contaminé? Non. Tu parles d'une certaine distance, en même temps, quand on regarde justement ton sujet, et c'est ce qui en fait, ton approche, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, c'est que tu es quand même au contact des gens. Enfin, on devine des optiques qui sont quand même relativement larges. Enfin, il y a une forme il y a une distance entre l'intime et le contexte. On voit que voilà, enfin typiquement. Oui, je suis pas très loin. Voilà. Mais je les touche pas. Enfin, oui, il y avait moins de bien, risques peut-être que. En tout cas, où j'ai eu de la chance. Et puis ceux qui voulaient pas, de toute façon, ont refusé tout de suite. Non, j'ai vraiment eu de la chance avec le réseau que je m'étais créé au fur et à mesure des années et avec les gens qui savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, quoi, que je ferais attention et que. Et quelle a été la résonance du coup, une fois que le sujet a été fait en presse? Est-ce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné? Est-ce qu'il s'est retrouvé un peu noyé parmi d'autres sujets qui ont été faits, notamment sur Paris ou Alors, d'autres? J'ai eu l'énorme chance d'avoir un contact à ce moment-là au Monde avec lequel je collaborais déjà. C'est Pauline Efferman à qui j'ai parlé du sujet au Monde et qui m'a dit, écoute, j'étais en train de le faire et qui m'a dit, si tu peux avoir encore 2 profils différents, nous, ça nous intéresse pour un format web. Pas pour le print, mais d'abord pour un format web. Et il se trouve que ça a fonctionné, j'ai trouvé les 2 profils qui manquaient et il y a eu un format web gratuit, c'est-à-dire ouvert à tous, pas qu'aux abonnés, qui a été mis en ligne sur Le Monde. Et là, ça a eu un succès. C'est même un travail qui m'a amené d'autres boulots, en corporate notamment. Voilà, là, je vous ai ramené un boulot corporate que j'ai eu grâce à ce travail-là, puisque le fait que ça soit pas réservé aux abonnés et accessible à tous, ça a été très, très, très partagé, commenté. Donc ça a eu une très belle résonance. Il a été aussi publié dans Femmes ici et ailleurs, qui est un magazine qui n'existe plus. De quoi? Ça? Ah oui. Alors, ça c'est la MNH. Donc le livre corporate. Voilà, qui est une mutuelle pour les hospitaliers. Et donc, suite à ce reportage-là, peut-être 1 an ou 2 après, la MNH m'a contactée pour faire un tour de France des hospitalières. D'accord. Pour faire 13 portraits d'hospitalières, pareil, dans des domaines très différents. Effectivement, oui. Et oui, donc à chaque fois, c'est partagé entre un travail de portrait posé, on va dire, exactement. Et un travail de portrait documentaire, reportage. Ouais, documentaire, ouais. Qui est très joli. Souvent. Et donc ça, c'est directement lié à ce travail-là. Oui, ils se sont projetés dessus. Quand nous sommes hospitalières, ça rentrait vraiment en écho avec ce travail-là. Donc ça a été publié aussi dans Femmes ici et ailleurs, qui n'existe plus maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, mais bon, pas voilà, qui n'existe plus. Et dans Politis. D'accord. Ça a été les trois parutions importantes sur ce travail-là. Oui. Non, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait tellement, à ce moment-là, il y avait tellement de travaux sur le Covid et les conséquences du Covid que j'ai eu beaucoup de chance que ça soit montré plusieurs fois. Et ça a été exposé aussi plusieurs fois à Rouen, à l'hôtel de ville de Rouen, à la Loge, qui était une galerie rouennaise. Voilà, donc oui, un beau parcours.